20 octobre 2017, une école maternelle a été baptisée au nom de Rachel Cabane. C'était à Saint-Hippolyte-du-Fort, dans les Cévennes gardoises. Mais qui est donc cette Rachel Cabane et surtout, qu'a-t-elle bien pu faire pour mériter d'avoir son nom qui figure sur le fronton d'une école publique? C'est ce que nous allons voir. Rachel Cabane est une Cévenole qui est née en 1861 à La Salle, un petit village juste à côté de Saint-Hippolyte. Son père était sellier, donc très vite elle a été prise dans la vie ouvrière. À La Salle, on avait aussi des filatures, on avait aussi des magnaneries. Et très vite, avec sa mère, elle s'occupait pour le transport des feuilles de mûrier. Et puis, la famille a déménagé et est venue s'installer à Saint-Hippolyte-du-Fort pour cause de travail, parce que le Saint-Hippolyte était beaucoup plus important que La Salle. Et là, elle est rentrée très rapidement dans la sériciculture et dans les ateliers de la filature. Il faut savoir que la sériciculture était une activité économique très importante jusqu'au début du XXe siècle. Ce qui le prouve d'ailleurs par le grand nombre de filatures installées dans la région. Le ver à soie, appelé également manian, est la chenille d'un papillon que l'on nomme le Bombyx mori. L'élevage du ver à soie s'effectue à partir des œufs de ce papillon appelé graines. L'activité de la soie fut littéralement décimée au milieu du XIXe siècle par la propagation de la pébrine, qui est une maladie causée par un champignon microscopique et qui empêche la larve d'enrouler les fibres de soie pour construire son cocon. Louis Pasteur mettra au point une méthode de sélection des œufs sains du papillon, et cette méthode, dite du grainage cellulaire, stoppera la maladie. Malgré ce sauvetage, l'arrivée de la soie de Chine et du Japon et la concurrence du nylon vont accélérer le déclin de la sériciculture. La dernière filature moderne, Maison Rouge, fermera en 1964. Seul a survécu à ce jour un tout petit nombre de filatures ayant ciblé les produits de luxe, les Cévennes étant une région privilégiée pour la culture du mûrier, dont les feuilles constituent la seule et unique nourriture du ver à soie. Alors l'histoire de la soie démarre évidemment par le ver à soie. Le ver à soie qui va grandir dans des magnaneries, qui se nourrit de feuilles de mûrier et qui, au bout de 5 semaines, va atteindre sa taille adulte et va vouloir faire son cocon. Et pour ça, il va grimper et fabriquer son cocon dans des branches de bruyère. Les branches de bruyère vont être décoconnées, on va débarrasser les cocons et les amener à la filature où ils vont être déblasés. C'est-à-dire on va enlever tous les petits fils qui sont autour. On va faire cuire, faire bouillir les cocons quelques minutes. Donc c'est très exact, il y a un savoir-faire très précis de la fileuse qui va donc faire bouillir ces cocons, va les battre manuellement ou mécaniquement, donc avec une escoubette ou des petits balais. Et tout ça pour accrocher les premiers fils. Ces premiers fils vont être attrapés, tirés. Ça s'appelle la purge du cocon. Ils vont être réunis, resserrés par le grès. Le grès, c'est la colle naturelle qui existe sur le fil. Puis, ils vont s'enrouler derrière la fileuse ou devant, ça dépend des époques et des machines, et pour obtenir ce qu'on appelle la soie grège. Rachel a commencé à travailler dans une filature, la filature Morgue-Bousquet, à Saint-Hippolyte-du-Fort, à l'âge de 9 ans. Autant dire qu'elle connaissait bien son métier et qu'elle connaissait bien les conditions de travail. Rachel Cabane était fileuse. Et dans les filatures, les ateliers sont les plus pénibles. On a la tête sur une bassine d'eau bouillante et il y a de la vapeur, il y a de la chaleur, on se brûle les mains, on se brûle les yeux, on respire cette fumée, cette vapeur qui est nauséabonde. Il n'était pas possible d'avoir de syndicats, on a autorisé les syndicats en France à partir de 1886. Mais dès qu'elle a pu avoir la possibilité de créer un syndicat, avec son mari Alphonse, qui était lui aussi un militant, ils l'ont fait. Et déjà là, les gens pouvaient se regrouper, elle avait déjà beaucoup d'idées pour militer, pour essayer d'améliorer les conditions de travail. Surtout les conditions de travail, avant même de parler d'augmentation de salaire. Et puis, on est arrivé en 1907 avec des grèves qui ont quand même commencé à perturber parce que c'était trop. Les journées de travail de 9h, 10h, 11h, 12h, enfin on travaillait tant qu'il y avait du travail.
Et elle a rencontré le député des Cévennes, M. Bourguet, qui a été ému. Là, il a découvert les conditions de travail des fileuses et il a décidé d'en parler à l'Assemblée nationale. Il a fallu 2 ans quand même pour qu'on mette en marche une commission, la commission du travail. Et là, avec 5 compagnes de travail et un monsieur Greffeuil, de la filature Greffeuil, eh bien, ils ont été invités à aller présenter les conditions de travail des ouvrières de la soie en Cévennes à l'Assemblée nationale. Alors, évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. L'idée de Rachel, c'était de limiter la journée de travail, d'une part, et deuxièmement, de créer une caisse de solidarité et de prévoyance. Ça, pour elle, c'était très important parce que toutes les filles étaient malades. Et à la suite de ça, eh bien, quand même, elles ont fait une belle fête parce qu'elles sont revenues avec la promesse de la limitation des journées de travail à 8 heures. Ça ne s'est pas fait tout de suite, évidemment, il a fallu encore derrière beaucoup combattre. Et puis la caisse de prévoyance, avec la participation patronale de 5%. Elles avaient demandé 10%, elles n'ont eu que 5%, mais elles étaient quand même satisfaites. C'était un plus, bien sûr. Alors après, eh bien, elle est devenue la directrice de la prolétarienne, parce que pour elle, l'important c'était de s'occuper des plus pauvres, des plus démunis. Là, nous avons l'intérieur d'une filature qui s'appelle la prolétarienne, qui a été créée en 1910 à la suite du renvoi de jeunes fileuses qui étaient, pour des raisons de morale et bonne conduite, elles étaient tombées enceintes alors qu'elles étaient célibataires, et elles ont été immédiatement renvoyées. Et les villageois se sont émus de leur situation et ont décidé de créer une coopérative, une filature. Alors la prolétarienne, elle a d'ailleurs un beau diplôme qui a été remis par le ministre de l'Hygiène et de la Sécurité sociale. C'était une œuvre sociale. Engagée, bien sûr, politiquement, parce que Rachel était engagée politiquement. Et là, dans la prolétarienne, on s'occupait des plus pauvres, des plus démunis, comment les nourrir, comment leur trouver des vêtements, une œuvre sociale comme il en existe, hélas, encore de nos jours dans notre pays. Je voudrais rajouter aussi qu'elle a, avec son syndicat, créé une bibliothèque parce qu'elle souhaitait que les fileuses puissent s'émanciper avec là les grands auteurs français, mais aussi des petits ouvrages sur la cuisine, sur l'hygiène, et également elle a su mettre en place un certain nombre d'ateliers qui permettaient aux fileuses parfois de pouvoir faire garder leurs enfants, parfois d'apprendre à faire de la couture, parfois d'apprendre à faire de la cuisine. Voilà toute l'œuvre de Rachel Cabannes, et lorsqu'elle ne pourra plus travailler, elle s'en ira, ça et là, parce qu'elle sera invitée dans les villages pour aller porter la parole syndicale auprès des fileuses dans les magnaneries, dans les filatures et aussi dans les bonnetteries. Alors évidemment, on l'a beaucoup apprécié du temps de son vivant. On n'a qu'à voir d'accord la nécrologie lorsqu'elle est décédée. Les journaux en ont fait beaucoup sur elle pour lui rendre hommage. Mais elle a été un temps oubliée, et il fallait compter sur sa fille, qui s'appelle aussi Rachel, qui elle a milité pour obtenir tous les documents auprès de l'Assemblée nationale et essayer de la faire revivre. Et puis tout ça, ça s'est un peu endormi, et à Saint-Hippolyte-du-Fort, on fait des visites guidées, commentées, chantées, racontées, qu'on appelle des caminades. Et dans la caminade de 2015, j'ai eu le plaisir d'écrire ce texte pour faire renaître Rachel. Et c'est une des conteuses, Véronique Fiol, qui a joué son rôle dans l'usine où elle a travaillé. Et finalement, eh ben c'est l'Alphonse. Oui, Alphonse, mon mari, oui, il m'a dit. Rachel, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les filles. C'est pas tenable, ça. Le Bousquet, eh bien, Bousquet, le député des Cévennes, eh bien, il s'est intéressé à notre situation. Et il m'a même demandé de conduire une délégation à Paris. On y est allé en 1909, on est monté, et soutenu par mes camarades de lutte, j'ai expliqué à la commission des affaires sociales
de l'Assemblée nationale la situation des fileuses sévenoles. Eh bien, vous pouvez dire que les soins sont espantés. Est-ce qu'à ça complètement, ils n'avaient jamais vu une ouvrière sévenole. On est redescendu. Là, Alphonse était content. Content, il est petit. Et les filles, mon Dieu, je ne peux pas vous le dire comme elles étaient contentes. Il faut dire qu'on avait gagné que les journées ne dépassent pas 8 heures de labeur. Eh oui, mais quand on sait qu'on travaillait 7 jours sur 7, c'était déjà beaucoup. Et en 1920, c'est avec un peu d'émotion que j'ai reçu le titre honorifique de la mutualité de la part de la présidente de la République, remis par le ministère des Affaires sociales et de l'Hygiène. Je suis bien contente. Et là, ben, ça a déclenché, la machine s'est remise en marche et ben, tous les gens qui étaient intéressés de Saint-Hippolyte ont milité avec nous pour que ben, on pense à elle. Et on s'est dit, pourquoi est-ce que ça ne serait pas dans l'usine où elle a travaillé, l'usine qui est maintenant l'école maternelle. Voilà. Merci Rachel. Merci de ce bel exemple. Nous sommes fiers de toi aujourd'hui, nous serons fiers de toi demain, nous serons fiers de toi toujours. Rachel Cabane est décédée à son domicile le 12 septembre 1924 et sa dépouille repose dans le caveau familial au cimetière de Saint-Hippolyte-du-Fort.